Alors bonjour à toutes et tous. On va démarrer ce dernier temps de la journée. Je vous remercie. On a évidemment une petite contrainte horaire puisqu'on doit terminer à 16h30. S'il vous plaît. Merci. Alors je me présente rapidement. Je suis Delphine Bruggemann, responsable de l'unité recherche et études à l'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse. Je fais partie d'un comité de pilotage qui travaille sur les questions d'accrochage scolaire des enfants placés. Et j'étais déjà présente l'année dernière à la journée qui avait été organisée également ici. Et donc j'ai en charge donc cette table ronde que nous avons intitulée Vers la réussite scolaire, le programme Pygmalion SOS Village d'enfants. Quand on a préparé la journée, il nous avait semblé important, alors en guise d'ouverture et de perspective, de revenir peut-être sur cette idée de réussite scolaire et de voir, alors ça a d'autant plus de sens de le placer en fin de journée, puisque là maintenant vous êtes nourris à la fois des présentations, conférences qui ont été faites ce matin, des ateliers auxquels vous avez participé, et même si effectivement vous n'avez pu participer qu'à un seul atelier, je pense que vous avez regardé attentivement les intitulés des autres ateliers, et donc il y avait cette idée de revenir en guise de perspective sur une question. Finalement, au regard de tout ce qu'on a appris aujourd'hui, qui reste évidemment à compléter, que ça ne se termine pas juste cet après-midi, mais au regard de tout ce qui a pu être dit, comment est-ce qu'on pourrait donc se projeter vers la réussite scolaire des enfants placés, ou on peut dire aussi des enfants protégés en fonction du vocabulaire qu'on souhaite utiliser. Et donc, pour travailler autour de cette notion et pour l'illustrer de manière à la fois professionnelle et scientifique, c'est aussi la particularité de cette table ronde, c'est de revenir aussi sur une articulation qui nous semble importante dans les connaissances qui sont produites sur le sujet, c'est de voir aussi comment la recherche est mobilisée. Et donc on s'est associé à SOS Village d'enfants pour pouvoir travailler sur cette question. Donc je vais laisser la parole aux intervenants pour se présenter. Donc Madame Nathalie Dupire, qui est avec nous en visio, qui est directrice territoriale sud d'SOS Village d'enfants, qui est en charge du programme Pygmalion, Monsieur Benjamin Denechaud, qui est maître de conférence à l'Université Paris-Est Créteil, et Monsieur Kassem Hamadi, directeur du village SOS de Busigny, qui remplace Mégane Lebader, éducatrice scolaire, qui, souffrante, n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Donc je leur laisse quelques minutes pour se présenter, et ensuite on partira sur 3 axes, un petit peu à la fois de réflexion et d'analyse, nous conduisant donc vers cette perspective. Merci. Oui, rapidement, donc bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je suis Benjamin Denechaud, donc enseignant-chercheur à l'Université de Paris-Est Créteil, avec des entrées plutôt en sociologie de l'éducation, et je travaille sur les questions de scolarité et de protection de l'enfance, avec plusieurs travaux qui ont porté sur des publics et des professionnels de l'aide sociale à l'enfance, mais aussi de la protection judiciaire de la jeunesse. Et dans mes travaux, j'essaie de voir un peu quels sont les parcours et les situations des jeunes et leur point de vue sur ces parcours, et aussi des professionnels ou des acteurs qui sont impliqués sur ces questions-là, et comment ils s'en sortent, comment ils travaillent plus ou moins facilement ensemble, pour voir aussi ce que ça dit de l'école, de ses capacités d'enseigner aussi à ces élèves-là, et avec quelles difficultés. Et donc je suis là aussi parce qu'on avait donc fait une recherche dans des villages de l'association SOS Village d'enfants, et des recherches que j'ai coordonnées avec une équipe de 5 chercheurs dont on évoquera un peu plus de détails tout à l'heure. Merci. Donc moi c'est Kassem Hamadi, je suis le directeur du village d'enfants de Busigny. Je fais un petit coucou à ma collègue éducatrice scolaire du village de Marly qui est venue nous saluer. Alors je viens un petit peu au pied levé parce que effectivement Mégane Lebader ne pouvait pas être présente, elle est souffrante et en est désolée.
L'idée, c'est de pouvoir vous présenter, après ce que Madame Dupire viendra vous expliquer du programme Pygmalion, venir vous présenter ou répondre à vos questions sur comment ça se décline de manière opérationnelle. Le métier d'éducateur scolaire, qui est un métier un petit peu singulier, qui peut éventuellement être isolé au sein d'un établissement, quand on ne fait pas attention à 2-3 choses, et qui est aussi très ambitieux et porteur de, j'ai envie de dire, de belles réussites pour des enfants. Voilà. Madame Dupire, on vous laisse vous présenter. Oui, écoutez, bonjour à tous. Ravi d'être parmi vous, même à distance. Je vous envoie un peu de soleil de Nice, où je suis actuellement. Plaisir de partager ce moment avec vous. Je suis nordiste d'origine, donc j'ai plaisir et à cœur d'être avec vous aujourd'hui. Voilà, donc moi je suis Nathalie Dupire, je suis directrice territoriale Sud pour SOS Village d'Enfants France depuis 1 an bientôt. Précédemment, donc j'étais éducatrice spécialisée pour l'association SOS Village d'Enfants dans le Nord. Je travaillais à la Maison Clermont-Randa et j'ai migré vers le Sud il y a 20 ans pour devenir chef de service puis directrice du village d'enfants SOS de Carrosse qui se situe près de Nice. Voilà, donc je suis directrice territoriale Sud. Je suis en interface avec les 4 villages d'enfants qui se situent dans la région Sud et le siège associatif il se situe à Paris. Merci beaucoup. Alors j'ai oublié en voulant me dépêcher pour tenir le temps, j'ai oublié quand même de vous mentionner le fait que vous avez eu à disposition, alors peut-être que tout le monde n'a pas eu un exemplaire, hein, mais les cahiers de SOS Village d'Enfants, le numéro 8, sur l'accrochage scolaire en situation de placement, donc que Madame Dupire nous a fait parvenir et qui est effectivement une très bonne synthèse d'un ensemble de points qu'on va aborder, mais peut-être très rapidement cet après-midi. Et donc vous pouvez le retrouver en ligne sur Internet très facilement. Et je mentionne également la revue de littérature de l'Observatoire national de la protection de l'enfance, la scolarité des enfants protégés. C'est pour ça que tout à l'heure je disais placé, protégé, parce que voilà, en fonction de l'angle d'approche, qui est aussi un excellent document. Voilà, si vous voulez approfondir vos connaissances et surtout prendre connaissance des recherches, notamment à un niveau international, de ces questions-là. Donc ça c'est pareil, vous retrouvez ce dossier en ligne très facilement. Ce que je voudrais peut-être dire avant de relaisser la parole aux intervenants, et aussi parce que l'atelier dans lequel j'étais, l'atelier 6 sur la question de la résilience et de la scolarité, on est revenu aussi sur la question de qu'est-ce qu'on appelle la réussite scolaire. D'ailleurs, la distinction entre réussite scolaire et une scolarité réussie a été mentionnée par l'intervenante. Et donc, il y aurait tout un travail à faire. Hein. Ça pourrait prendre toute une journée de réfléchir sur cette notion de réussite scolaire. Mais monsieur Nicolas Gaulepierre, ce matin, en a parlé. Madame Valérie Kabil, Madame le recteur, y est revenue aussi dans sa présentation. Et donc, je voudrais juste citer la définition qui est donnée par la Haute Autorité de Santé et qui a été reprise justement dans l'ONPE pour définir donc la réussite scolaire. De cette manière, loin de se réduire aux performances scolaires et à l'obtention de diplômes, la notion de réussite scolaire renvoie plus largement à une scolarité source d'épanouissement, c'est-à-dire qui donne accès aux apprentissages cognitifs, intellectuels, au développement physique, au développement des compétences psychosociales, gestion des émotions, développement des relations positives avec ses pairs, avec les adultes, etc. Je pense que cette définition, elle est importante aussi comme point de départ de notre réflexion, et je pense que vous avez dû la rencontrer ou la croiser de différentes manières dans les ateliers de cet après-midi, où effectivement l'accent était mis certes sur les apprentissages, mais aussi tout ce qui se passe autour des apprentissages dans la scolarité de ces enfants. Donc on va maintenant dérouler la table ronde en 3 temps. Un premier temps donc avec Madame Dupire qui va revenir justement sur ce programme Pygmalion qui va bientôt fêter ses 10 années d'existence. Donc c'est intéressant aussi d'avoir une personne qui va pouvoir nous parler à la fois de ses débuts et de ses développements. On partira donc ensuite avec Benjamin Deneuchot sur donc, cette recherche qui a lieu en 2016, qu'il a conduite donc, avec un certain nombre de collègues et qui permet voilà, de voir comment à un moment donné le fait de s'associer à des membres du champ scientifique, qu'est-ce que ça a permis aussi
peut-être de révéler de ce programme, quels en étaient aussi les objectifs de cette recherche. Et on terminera donc avec Monsieur Hamadi qui reviendra donc peut-être sur ce programme aujourd'hui, tel qu'il est développé voilà, dans le village SOS de Busigny. Voilà, qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce que finalement on observe en termes de pratique? Quels sont peut-être les enjeux aussi du partenariat avec l'éducation nationale? Et on reviendra bien sûr sur la question de l'éducateur scolaire. Je pense que ça peut intéresser voilà, pas mal de monde aussi dans notre réflexion sur le partenariat et l'articulation entre l'éducation nationale et le département. Voilà, Madame Dupire, donc je vous laisse la parole pour une dizaine de minutes. Merci. Voilà, parfait. J'ai mon assistant PowerPoint en live. Voilà, donc avant de pouvoir démarrer, vous expliquer un peu ce que c'est que le programme Pygmalion et sa genèse, je voulais faire un petit focus sur l'association SOS Village d'Enfants. Donc c'est la slide 2, merci. Juste pour vous expliquer que le programme Pygmalion, il existe et il a été créé aussi parce que l'association SOS Village d'Enfants a des particularités qui font que ce programme a pu se mettre en place. Donc l'association SOS Village d'Enfants, elle est ancienne, elle est née en 1956 dans le nord de la France, à partir d'une idée qui a vu le jour en Autriche après-guerre, après Seconde Guerre mondiale, offrir à des fratries orphelines un cadre de vie familial. Alors le premier village d'enfants SOS, il a été créé à Busigny, c'est le village de Monsieur Hamadi. Donc en 1956, il a été suivi par beaucoup d'autres depuis, et il était à l'époque une alternative aux orphelinats et aux foyers de l'enfance, qui à l'époque n'assuraient aux enfants qu'une vie collective et pas une vie où on pouvait maintenir les liens fraternels. Aujourd'hui, SOS Village d'Enfants accompagne des fratries dans le cadre de la politique de protection de l'enfance et propose un accueil en village d'enfants SOS à des fratries pour lesquelles les services de l'aide sociale à l'enfance anticipent un placement dans la durée et les relations fraternelles constituent une ressource pour chaque enfant. Village d'enfants aujourd'hui, SOS Village d'enfants est membre de l'association SOS Village d'enfants internationale. On est présent dans 137 pays et territoires et on est aujourd'hui dans le monde, il existe un peu plus de 588 villages d'enfants. Voilà. Number 3, please. Un village d'enfants, c'est quoi? Un village d'enfants, c'est effectivement un mode d'accueil familial. Un village d'enfants accueille en général une cinquantaine d'enfants. C'est un ensemble de petites maisons, comme vous voyez, qui accueillent chacune 4 ou 5 enfants, des fratries, soit des grandes fratries ou des fratries de cœur, comme on les appelle, c'est-à-dire des fratries de 2, voire 3 enfants qui vivent ensemble et qui grandissent ensemble. Chaque maison familiale est sous la responsabilité d'un éducateur ou d'une éducatrice familiale qui est présent H24 sur un cycle de travail bien déterminé. Et c'est sur ça que cette relation éducative et affective stable que s'appuie l'accompagnement proposé en village d'enfants. Une équipe pluridisciplinaire vient compléter l'action au quotidien de l'éducateur familial, directeur, chef de service, des services généraux, psychologue, éducateur spécialisé. Un village d'enfants, c'est aussi parfois des dispositifs spécifiques qui peuvent compléter l'action de type familial. Donc, on peut avoir des espaces de transition plus déterminés pour l'accompagnement des jeunes adolescents ou jeunes majeurs, des SAFI, services d'accueil familial immédiat pour l'accueil de fratries en urgence, et des maisons des familles où on peut accompagner les liens parentaux. L'ensemble des professionnels du village d'enfants constitue en fait une communauté éducative et qui garantit l'équilibre entre une prise en charge collective et une prise en charge individuelle et un investissement affectif, on n'a pas peur de parler de ça en village d'enfants, l'affection qu'on donne aux enfants et l'engagement professionnel des salariés. Les liens familiaux sont maintenus dans le respect des droits accordés et sont accompagnés par les éducateurs spécialisés afin de limiter le possible conflit de loyauté entre les parents et l'éducateur familial qui est présent au quotidien avec les enfants. Aujourd'hui, 17 villages d'enfants en France, un petit peu partout. Alors un peu plus dans le nord parce que c'est le bassin de naissance, on va dire, de l'association. Également des programmes associés, notamment la Maison Claire-Moranda qui est située à Valenciennes, qui est un dispositif qui accompagne des jeunes adolescents et jeunes majeurs en appartement. Également des programmes de renforcement à la famille qui ont vu le jour depuis, donc plus principalement dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Aujourd'hui, SOS Village d'enfants, c'est une association qui accueille près de 1000 enfants
âgés de 0 à 18 ans dans le cadre de l'assistance éducative et également des jeunes majeurs jusqu'à 21 ans grâce au CJM. L'association est en plein développement, elle prévoit d'ouvrir plusieurs d'autres villages d'ici les 5 ans, notamment dans l'Allier, en Charente-Maritime, en Yvelines. Voilà. Je ne suis pas passe-partout, je ne dis pas qu'il y a 5 clés. Je mets la side 5. Pourquoi le programme Pygmalion? Alors l'ambition de l'association SOS Village d'enfants en matière d'accompagnement scolaire est de permettre à chaque enfant accueilli de cheminer vers la réussite scolaire. L'idée, c'était qu'on était convaincu qu'une partie des difficultés scolaires liées à la situation de placement, et donc on a souhaité mettre en œuvre un programme pour favoriser la réussite des enfants accompagnés. L'idée était de sortir du fatalisme enfant placé, échec scolaire, et d'imaginer un programme singulier dans le souci de tendre vers l'épanouissement personnel de chaque enfant. L'idée, c'était que ce soit le gage de sa future insertion professionnelle. L'accueil des fratries en village d'enfants étant sur du moyen long terme, je parlais de longue durée, hein, c'est ça qui nous a permis aussi de travailler et de réfléchir à ce programme, parce qu'effectivement, la durée de placement constitue un atout certain pour infléchir les parcours scolaires. 6. Le programme Pygmalion est le fruit d'une réflexion qui a été initiée en 2008, donc il y a quelques années. Entre 2011 et 2014, un groupe de travail dédié à la scolarité au niveau de l'association a été mis en place afin d'établir un état des lieux de la question scolarité-placement au sein des villages et également au niveau des études en France. Plusieurs expérimentations ont été conduites dans l'ensemble des villages d'enfants et ont guidé l'élaboration d'un programme spécifique que l'on appelait le programme Pygmalion. Alors, en 2014, ce programme a mûri et a été déployé dans l'ensemble des villages d'enfants avec pour objectif général de remettre la scolarité au cœur de l'intervention éducative dans le cadre du placement. Monsieur Denechaux en parlait tout à l'heure. Entre 2015 et 2017, une recherche-action a été menée en partenariat avec l'UPEC Nanterre-Paris afin de mesurer l'impact du programme Pygmalion sur les pratiques d'accompagnement scolaire. Aujourd'hui, l'association a un plaidoyer associatif fort qui permet aujourd'hui la meilleure connaissance du programme Pygmalion et une visibilité de l'expertise de SOS Village d'enfants en termes de scolarité, notamment dans le débat public et auprès des décideurs. Vous avez donc pu avoir à disposition le cahier SOS numéro 8, qui est un cahier dédié à la scolarité et au programme Pygmalion, et qui permet de rassembler les enseignements de cette démarche et de la recherche notamment. Nombre 7. Si on parle du programme Pygmalion, alors là j'avais dit 6, hein, maintenant c'est 7. Le programme Pygmalion repose donc sur la création d'une synergie entre 5 acteurs clés de la réussite scolaire qui sont symbolisés par le petit dessin de la main, les 5 doigts de la main, l'association, les équipes des villages d'enfants SOS, l'institution scolaire, l'enfant et ses parents. Les actions s'articulent autour de 3 axes: lien avec les écoles, suivi personnalisé de la scolarité de l'enfant et participation des parents. Aujourd'hui, dans tous les villages d'enfants SOS, un éducateur scolaire a été recruté. Il est chargé de coordonner le programme Pygmalion sur le terrain et d'assurer le suivi scolaire des enfants en lien avec les établissements scolaires et l'équipe du village d'enfants SOS. La 8. Pour créer ce programme, un portage associatif est nécessaire. SOS Village d'enfants a mené des actions en continu depuis 2011. Groupe de travail, élaboration d'un guide, de ses fiches actions, animation de programmes, d'expérimentation, lancement et coordination d'une recherche. On a mis en place aussi des formations sur la thématique de la scolarité et également le plaidoyer autour de la réussite scolaire. Créer une synergie autour de la scolarité, c'est amener les équipes de terrain à travailler ensemble, avec chacun sa spécificité et son rôle. La dotation d'un poste d'éducateur scolaire dans chaque village d'enfants a permis à cette synergie d'être coordonnée par un référent dédié. Des actions spécifiques doivent également être menées, notamment la formation des professionnels qui accompagnent au quotidien les enfants, je pense aux éducateurs familiaux, afin de leur faire prendre conscience de la complexité et de la sensibilité des enjeux liés à la scolarité chez les enfants placés. La 9. Un partenariat actif avec l'institution scolaire permet une meilleure visibilité de l'action menée auprès des enfants accueillis en village d'enfants afin de bien identifier les responsabilités et les places de chacun dans le suivi de la scolarité.
C'est une collaboration pluridisciplinaire qui doit se construire entre les différents professionnels impliqués dans l'accompagnement des enfants. À ce titre, le programme Pygmalion propose 2 fiches actions autour de ces thématiques, notamment la première sur les démarches à entreprendre afin de préparer la scolarisation des enfants nouvellement accueillis, et ainsi que des pistes pour une coopération constructive entre les établissements scolaires et l'établissement. Qu'il rencontre des difficultés scolaires ou non, chaque enfant doit pouvoir bénéficier d'un accompagnement scolaire personnalisé. Une meilleure prise en compte des facteurs personnels dans l'accompagnement scolaire doit permettre d'atténuer l'impact des difficultés scolaires sur la scolarité et de mettre en valeur le potentiel de chaque enfant. Le programme Pygmalion propose à ce titre 4 fiches actions pour guider les professionnels dans leur prise en charge des enfants au quotidien et leur permettre d'offrir un contexte favorable aux apprentissages. Il formalise également un projet d'accompagnement personnalisé pour la scolarité, outil de synthèse qui permet une vision synoptique du parcours scolaire, le recensement des observations des enseignants, le ressenti de l'enfant sur sa scolarité, les axes de travail prioritaires de l'équipe, d'établissements scolaires et aussi l'implication des parents. Ce PPAS est associé au projet pour l'enfant qui est établi chaque année au village d'enfants. La liste. Madame Dupire, on arrive au terme des 10 minutes, donc il faudrait... J'en ai plus que pour 2. 2 minutes ou 2 diapos? 2 minutes, non, 2 diapos, même pas. Oui, je suis longue, je suis désolée. Pourtant, je m'étais chronométrée. Je voulais juste apporter donc une part importante, c'est le travail avec les parents qui ont un rôle même minime à jouer dans la réussite scolaire de leur enfant. Celui de l'équipe de terrain, c'est d'optimiser ce rôle. Le bilan des expérimentations menées a permis de constater que la scolarité était une porte d'entrée pertinente pour travailler la parentalité de manière plus globale, dans la mesure où cela décentre les échanges des raisons du placement pour se centrer sur l'intérêt de l'enfant. Tout l'enjeu de la mobilisation des parents autour de la scolarité est de répondre aux besoins pour l'enfant, que son parent prenne une place et manifeste un réel intérêt sur ce sujet, même si la sollicitation des parents doit être adaptée à chaque situation. On est dans la dentelle, hein. C'est vraiment du travail sur mesure. Voilà. Et ce que je voulais dire également, la slide 11, le programme Pygmalion arrive aujourd'hui à une forme de maturité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, avec une dynamique bien installée, des pratiques spécifiques désormais entrées dans l'activité quotidienne des villages d'enfants. Pour autant, ce programme doit pouvoir évoluer, s'enrichir. Il y a des nouvelles pédagogies, il faut qu'il puisse en tenir compte. Une réflexion nécessaire doit être également mise en place sur la fiche de poste de l'éducateur scolaire qui date de 2014. Hein. Aujourd'hui, on n'est plus dans l'idée d'un répétiteur scolaire, mais plutôt d'un coordinateur scolaire. Et pour nous, l'association, la réussite scolaire, c'est autant l'épanouissement dans un parcours formateur vers un diplôme que la confiance en soi et dans les autres. Le programme Pygmalion, par son accompagnement spécifique, permet de contrer les effets négatifs du placement. C'est notre constat. Il appelle également à un changement de paradigme tant sur le plan des représentations que concernant les actions d'accompagnement. Les facteurs de protection du parcours scolaire pendant le placement reposent sur une continuité, une sécurité affective et une posture favorable et attentive des professionnels. C'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. L'ambition d'emmener les enfants placés vers un parcours réussi nécessite une mobilisation soutenue des acteurs sur le long cours. L'introduction, pour terminer, je voulais dire, du poste éducateur scolaire, qui est assez peu présent en protection de l'enfance, opère aujourd'hui dans chaque village d'enfants une redistribution des rôles à propos de la scolarité. Il est important pour autant de veiller à ce que l'ensemble de l'équipe reste mobilisé sur la question scolarité et de ne pas en faire une question de spécialiste. Voilà, j'ai été un peu long, je suis désolée, je vous remercie de l'attention et je vous souhaite une bonne continuation. Oh, vous restez encore un petit peu avec nous. Ah oui, je reste oui, avec vous, bon. mais je parle plus, pas que je parle trop. Alors, oui, non, merci beaucoup. Non, mais l'exercice est très difficile, on le sait bien, et tous les éléments que vous avez apportés sont évidemment très, très importants et mériteraient d'être repris encore et discutés. On va essayer de le faire un petit peu vers la fin. Merci beaucoup. Je laisse la parole. Donc, vous avez introduit, d'ailleurs, Madame Dupire, voilà la question de la recherche qui a été conduite, donc notamment par Benjamin Deneuchaud. On t'écoute, Benjamin, sur la dimension scientifique du programme Pygmalion. Merci. Donc oui, suite à cette initiative en 2014, donc l'association a souhaité avoir le point de vue de chercheurs sur cette expérimentation.
Ce qui est rare et ce qui n'est pas simple d'avoir un regard extérieur, c'était vraiment la demande d'avoir un regard critique. Donc les premiers échanges ont été de préciser la commande et de ce qu'on pouvait faire. Donc à l'époque, le programme était déployé sur 13 villages et donc la demande était de voir quelle évaluation on pouvait en faire. Le programme avait déjà démarré, il y avait beaucoup de villages, donc en échangeant avec des membres de l'association, on a convenu d'aller se focaliser sur quelques villages et de voir dans ces villages, en y passant un peu de temps et en interrogeant plusieurs points de vue, d'avoir des perceptions sur la mise en place du programme, qu'est-ce qu'il pouvait changer ou pas et quelles étaient ses perceptions sur la question de la scolarité. Donc l'enquête a porté sur un terrain d'1 an et demi à peu près, donc avec un terrain qui s'est fini en 2017, donc je parle aussi de cette date-là et je sais beaucoup moins ce qui s'est passé ensuite. Et donc on a été dans 2 villages en particulier, on a identifié des situations d'enfants, on a rencontré des enfants, des professionnels du village à différentes fonctions, des enseignants et des familles, et pour avoir un regard et essayer de voir un peu ce qui pouvait se faire au-delà des perceptions où parfois on peut avoir l'impression, quand on est sur le terrain, que c'est difficile ou que ça peut être facile pour certaines choses, mais de voir un peu, d'avoir du recul sur ça. Donc rapidement, après la recherche a donné lieu à un rapport qui a été déposé à l'association et a fait l'objet d'une publication avec une autre qui est en train de sortir. Déjà, c'est bien de pouvoir contextualiser. Alors, on l'a fait un peu ce matin, mais sur ces questions de scolarité pour les jeunes qui passent par l'aide sociale à l'enfance à un moment donné, on part de loin. C'est-à-dire qu'on a déjà identifié qu'il y avait des difficultés qui étaient particulièrement importantes. Donc, l'idée n'est pas d'être défaitiste, mais de dire que c'est plutôt attendu, donc c'est difficile de pouvoir aller contre ça. Donc, ce qui dit aussi l'ambition d'un programme qui va un peu à rebours des situations qu'on peut rencontrer sur les terrains. C'est-à-dire que quand on va sur les terrains, on voit que les professionnels sont préoccupés par cette question, mais sont mis en difficulté pour la traiter. Donc on part de loin, on part aussi de champs professionnels entre la protection de l'enfance et l'école qui sont souvent distants, qui se connaissent peu, qui se rencontrent à des moments très courts. Et donc une des ambitions du programme, en comparaison d'autres expérimentations, d'autres innovations qu'on a pu enquêter, c'est qu'il essaye de saisir l'ensemble des dimensions qui concernent les enfants et leur scolarité, et donc de ne pas seulement se focaliser sur les liens avec l'école ou sur le soutien scolaire ou sur d'autres choses, mais d'essayer de tirer plusieurs fils à la fois pour essayer d'avancer sur cette question-là. Donc ce qu'on constate souvent, c'est que les professionnels de l'aide sociale à l'enfance sont donc préoccupés par cette question, mais ont peu de moyens pour pouvoir y répondre, doivent souvent travailler dans l'urgence. Et donc ont des difficultés à pouvoir prioriser les choses, et la scolarité n'est pas toujours la priorité parce qu'il peut y avoir d'autres urgences ou d'autres urgences présumées pour les professionnels. Et là, le programme amenait la question de la scolarité et l'amenait un peu plus comme une attention, voire comme une obsession à certains moments. Et donc ça pouvait générer quelques changements ou alors des changements dans les attentions, dans les réunions, dans les discussions qu'il pouvait y avoir sur cette question-là. Et ce qui fait partie des premiers effets, il y en a d'autres, mais des premiers effets qu'on a constatés, c'était de rendre la question de la scolarité plus présente dans les attentions, dans les discussions qui pouvait y avoir. Non sans des tensions et des désaccords et parfois des conflits, parce qu'il ne suffit pas de dire que maintenant on va se focaliser sur la scolarité et tout le monde s'y met. Il y a des raisons qui font aussi qu'on s'y met difficilement. On peut être moins à l'aise aussi avec cette question-là, ne pas se sentir légitime. Il y a des recherches qui montrent par exemple que dans le travail social comme dans d'autres champs professionnels, on peut avoir un rapport plus distant à l'école, pas toujours savoir précisément ce qui est attendu ou pas être toujours d'accord avec ce qui est attendu, ou pas considérer qu'on peut l'attendre pour des enfants qui rencontrent des difficultés ou qui connaissent des situations de souffrance par ailleurs. Et donc là, il y avait cette question de la scolarité qui intervient parce qu'on demande à travailler dessus, parce qu'il y a un professionnel dont c'est la charge de pouvoir travailler sur cette question de la scolarité et de l'amener dans les réunions, oui, et de l'amener dans les situations.
Et donc voilà, ça se fait avec des aspérités, mais il y a cette question-là qui devient plus présente. Parmi les autres effets, donc cette question de l'éducateur ou de l'éducatrice scolaire, elle est particulièrement intéressante parce qu'elle vient bousculer des choses, donc déjà dans les villages, mais aussi dans les rapports entre les villages et les établissements scolaires, les villages d'enfants et les services de l'aide sociale à l'enfance et les services départementaux. Et donc ça vient changer des façons de faire, ou plutôt des difficultés à travailler ensemble qu'on pouvait avoir jusque-là. Et donc c'est une fonction qu'on a pu observer sur d'autres terrains, mais qui était peut-être moins mis en place systématiquement dans ce genre d'institution, qui vient faire œuvre de médiation, qui vient être une passerelle entre les écoles, ou du moins la question scolaire, et les villages, et donc ces champs de protection de l'enfance. Et c'est un peu ce qui peut manquer si on regarde de façon un peu croisée avec ce qui peut se faire aussi à l'étranger, dans d'autres systèmes de prise en charge des enfants. Des fois, à l'étranger, ça marche mieux parce qu'il y a ces professionnels qui font des ponts, donc qui sont soit dans les établissements scolaires et qui sont au courant des situations et qui vont travailler avec les travailleurs sociaux, ou inversement. Et donc là, on était inversement un professionnel qui vient d'une institution de l'aide sociale à l'enfance, d'une institution de placement, et qui va vers l'école, qui prend du temps de manière anticipée, c'est-à-dire pas nécessairement quand il y a un problème et qu'il faut pouvoir le traiter dans l'urgence, mais d'aller à la rencontre des établissements scolaires et de pouvoir parler des villages d'enfants, parler de l'aide sociale à l'enfance. Ça peut participer aussi, quand on va interroger les enseignants, à déconstruire un peu plus les représentations qu'on peut avoir sur les enfants de la protection de l'enfance, où il peut y en avoir beaucoup. Tant qu'on n'en a pas rencontré et qu'on n'a pas lu ou entendu un peu sur le sujet, on ne sait pas précisément qui ils sont et s'il y a des particularités ou pas, et il n'y en a pas toujours. Et donc ça permettait de pouvoir faciliter les échanges entre les institutions, ou du moins de les institutionnaliser, c'est-à-dire qu'elles étaient organisées, tenues par un professionnel du village. Alors ce qu'on a pu percevoir, et il faudrait pouvoir y retourner ou aller dans d'autres villages, c'est qu'on parle d'un programme, mais qui a aussi la particularité d'avoir été adapté, ou qui s'organise différemment selon les villages. Là, on a eu une présentation assez brève et synthétique de ce qu'est un village, mais les villages, donc je ne sais plus, il y en a 17, je crois, maintenant, une petite vingtaine. Ils ont, donc il y a des points communs dans leur organisation, mais il y a aussi des différences dans leur organisation, dans les expérimentations qu'ils peuvent faire, comment ils travaillent et avec quelles écoles. Parfois, ils peuvent travailler de façon resserrée avec quelques établissements scolaires, et parfois avec plusieurs. Et l'implémentation du programme s'est fait aussi avec des différences d'un village à l'autre. Et ce qui est plutôt positif, parce qu'on sait que les programmes standards et implémentés sans prise en compte du contexte local fonctionnent rarement bien. Et qu'il y a besoin de pouvoir s'adapter aux personnes qui composent, là en l'occurrence, qui composent les villages, qui composent les équipes d'enseignants. Et donc on a pu voir des différences selon la prise de fonction de cette... de l'éducateur ou de l'éducatrice scolaire, mais qui vient préciser ou décrire un peu plus, et donc ça peut commencer à faciliter les échanges, au moins on se connaît avant de pouvoir travailler dessus. Donc ça fait partie des points d'avancée qui viennent de ce qu'on a pu percevoir, donc un programme qui venait sur des difficultés qui étaient très ancrées, donc parfois on avait l'impression qu'il y avait peu d'effets, mais parce que le travail demande du temps, et donc là il y a dû y avoir des évolutions aussi depuis, et qu'on vient aussi réduire des malentendus, clarifier et puis réduire aussi des représentations, et pouvoir donner un peu plus de
de moyens progressivement sur cette question-là. Voilà, sachant peut-être que pour terminer, nous, ce qu'on constatait, c'était donc l'expérimentation là, et la tentative d'une organisation qui a pu mettre des moyens pour pouvoir soutenir la scolarité des enfants placés. Mais la difficulté, c'était de pouvoir avoir le soutien, donc je crois que ça change un peu, mais le soutien d'autres instances, de l'éducation nationale et d'autres, pour pouvoir passer de l'expérimentation un peu exceptionnelle à des routines et des moyens qui pouvaient tenir vraiment cette question du travail sur la scolarité de façon durable et de manière installée. Merci beaucoup, Benjamin. Je pense que voilà, tu fais une belle transition là aussi à Monsieur Hamadi, puisque est-ce qu'on a pu passer de l'expérimentation justement à des routines, à des pratiques qui se sont ancrées durablement. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de Pygmalion dans votre village? Alors, pour le village de Busigny, donc l'exercice va être un petit peu rock'n'roll pour moi, parce que effectivement, j'arrive pour remplacer ma collègue. J'ai envie de dire que c'est vraiment opérationnel aujourd'hui, le programme Pygmalion. L'éducateur scolaire, l'éducatrice scolaire fait partie intégrante de l'équipe éducative. Alors, pour être très transparent avec vous, et je regarde ma collègue de loin, le programme était ambitieux, il y avait toute une déclinaison à mettre en place avec les 5 volets Pygmalion que vous allez retrouver dans le cahier SOS. Donc il a fallu du temps, des étapes pour venir travailler sur les fiches actions, pour venir travailler sur les déclinaisons opérationnelles. Et aujourd'hui, on est sur le 5e volet qui est vraiment la question de la place des parents et de comment venir associer les parents à la scolarité de leur enfant. Avec ce que Madame Dupure a pu dire, effectivement, ça permet de venir travailler la parentalité de manière différente et avec un tiers aussi. Je suis assistant social de formation, je pense qu'il y a des travailleurs sociaux aussi dans la salle. On sait que le piège, c'est de travailler sur la défaillance parentale plutôt que sur la réussite. Le programme Pygmalion permet de venir travailler sur la réussite de l'enfant, ou en tout cas comment il peut venir réussir sa scolarité. Et les termes sont, j'ai envie de dire, sont pas anodins. Comment un enfant réussit sa scolarité, l'important n'est pas de savoir s'il va faire médecin, avocat, bac plus ou autre. C'est vraiment qu'on puisse lui trouver un établissement, une formation qui lui convienne, où on a pu vraiment entendre ses projets, ses désirs. Alors aujourd'hui, on travaille beaucoup la question de la participation, mais je pense que je ne vous apprends rien par rapport à ça. Et c'est comment on arrive à mettre en adéquation tout ça au service de l'enfant et dans son intérêt. Vous n'êtes pas sans savoir aussi que la scolarité, aujourd'hui, au-delà de l'enjeu de la réussite scolaire ou de réussir sa scolarité, on a des jeunes qui sont placés. Ils vivent depuis leur placement, on le sait, avec une épée au-dessus de la tête qui dit 18 ans, la mesure d'assistance éducative, donc le placement contraint, s'arrête, et à partir de 18 ans jusqu'à 21 ans, pour peu que tu aies un projet, on va pouvoir t'accompagner, tu vas avoir un financement ad hoc ou la capacité d'être hébergé dans une structure, et on est sur les accompagnements, comme dans le Nord, et va entrer dans la vie d'adulte. Mais ils vivent avec ça. Et à partir de 14-15 ans, quasiment au quotidien, nos jeunes se posent la question. Je ne vous apprends rien pour vous dire que, alors, quand Madame Dupire parlait du fatalisme ou du déterminisme, faut-il que le jeune soit forcément orienté dans une filière professionnelle avec un court cycle d'études pour qu'à 21 ans, il puisse être autonome, etc. Pygmalion ne regarde pas les choses de cette façon, et en plus, sur un plan national, on a aussi ce qu'on appelle la politique adolescente et jeune majeur, qui, avec un vrai engagement associatif sur d'autres modalités de financement, qui va accompagner les jeunes. Aujourd'hui, par exemple, moi, je peux vous dire qu'on a des jeunes qui sont en fac. C'est possible. Il n'y a pas de déterminisme par rapport à ça.
Le travail, je vois Stéphanie qui hoche de la tête. Le travail de Mégane est vraiment de venir cibler quelle scolarité, quel projet, quelles compétences tu as et jusqu'où on peut venir t'accompagner, en quoi on peut être utile. 2-3 chiffres. Je regarde l'heure parce que je peux parler beaucoup aussi. Aujourd'hui, on travaille avec 20 établissements. 20 établissements, on a une capacité d'accueil de 60 enfants. Pour vous donner l'idée du réseau qui se structure, qui se maille au fil du temps. 20 établissements, alors bon, on sait aussi comment ça fonctionne. Bien sûr qu'il y a les aspects d'organisation, les contraintes que l'on peut avoir, qui va conduire l'enfant, etc. Donc la solution organisationnelle pourrait être de se dire, il va aller au collège du coin, il va aller à l'école primaire du coin, la fac, c'est un peu trop loin, donc on va essayer d'orienter sur les choses un peu plus faciles à gérer. Aujourd'hui, on a des jeunes qui sont scolarisés en école publique, en école privée, parce que parfois il y a des besoins autres par rapport à ces enfants. On a des jeunes qui sont scolarisés à proximité de l'établissement, essentiellement les jeunes en école primaire, parce que c'est plus simple pour eux, mais en même temps on fait attention à tout ce qui est, je ne sais pas comment l'appeler, phénomène de ghettoisation ou de regroupement, parce qu'on pourrait très vite ouvrir une classe avec nos enfants qui sont primaires. Donc on fait attention à ça, selon le réseau, selon parfois aussi les lieux d'habitation des parents. Quand il y a du lien, il y a des liens, il y a vraiment un ancrage sur une école, on va aller vraiment faire attention au lieu de scolarisation. Alors parfois c'est compliqué, on doit aussi l'admettre. On a des jeunes qui sont scolarisés à Saint-Quentin. Alors Busigny, c'est juste à la frontière de l'Aisne, au-dessus de Le Cateau. Donc on a des jeunes qui sont scolarisés à Cambrai, Busigny, dans l'Aisne, des jeunes en contrat d'apprentissage aussi. On est toujours dans cette logique-là. L'éducatrice scolaire, au début, on pouvait, en tout cas dans les représentations, même si le programme est ambitieux, il faut toujours du temps d'adaptation pour répondre à ce que tu disais, comment ça s'est vécu. Les représentations, c'était l'éducatrice scolaire, elle va faire du soutien, elle va faire de l'aide aux devoirs. Voilà. Elle va aider les gamins, les pitchouns à faire leurs devoirs et puis elle va discuter avec l'instituteur. Aujourd'hui, l'éducatrice scolaire, quand je dis éducatrice parce que je fais référence à mes collègues du secteur du Nord qui sont éducatrices, ce sont des femmes, elle a dépassé largement cette mission-là. Elle a une connaissance très fine du réseau, très fine des enfants. Elle va à toutes les rencontres scolaires. Dès qu'il y a un point qui accroche, qui est compliqué ou qui est une alerte quelque part, elle va gérer ça. L'intérêt, c'est que comme elle connaît bien les enfants et comme elle connaît bien le réseau, il y a des choses qui viennent se fluidifier. C'est facile. Elle est vraiment ce qu'on pourrait appeler pas le face-à-face, l'agent de liaison, je vais le dire comme ça, l'agent de liaison entre les établissements scolaires et nous, la structure d'hébergement. Elle connaît chaque enfant, mais c'est assez impressionnant. Pour vous, une anecdote, par exemple, quelque chose qu'on organise. On budgète tous les ans les frais scolaires, vous imaginez. Au mois d'août, elle est capable, pour mes budgets, de sortir un tableau avec la scolarité des enfants, là où il est actuellement, les projets scolaires de l'année prochaine, dans quelle école, et me chiffrer même s'il y a des frais scolaires liés au transport, liés si c'est une école privée et autres. Elle a une connaissance très fine, et tout ça est vu et négocié avec l'enfant et l'équipe éducative. En parlant d'évolution du poste aussi, l'éducatrice scolaire, aujourd'hui, est aussi un travailleur social à part entière. Alors, il y a eu des séminaires, il y a eu des formations, il y a des prérequis aussi dans le recrutement. C'est quelqu'un qui fait vraiment partie de l'équipe psychoéducative, comme je les appelle moi au niveau de la maison commune. C'est quelqu'un qui participe aux écrits professionnels, qui contribue
On n'est plus sur un écrit professionnel qui a l'attention des services du département ou du magistrat à un travailleur social qui est référent, qui va écrire. On est vraiment sur une approche d'interdisciplinarité, en tout cas dans ma définition. Donc ça veut dire que on va avoir le psychologue qui va contribuer, l'éducateur référent du pavillon, la mère SOS qui connaît l'enfant au quotidien, l'éducatrice scolaire. Et tout ce monde va venir contribuer à écrire le rapport qu'on va transmettre au service du département et aux magistrats. Et il y a toute une partie de scolarité pour laquelle le magistrat est très attentif, en plus du quotidien, en plus de plein de choses, mais la question de la scolarité l'intéresse particulièrement. Parce que ça permet... La scolarité, à un moment donné, vient aussi donner des indicateurs très clairs d'évolution de l'enfant. Je pense que vous le savez aussi bien que moi. On a des enfants qui ont été qui étaient scolarisés, je pense à deux petits bouts, très grosses difficultés scolaires. En 24 mois, ça fait 24 mois qu'ils sont chez nous. En scolarité, il y a une évolution, on peut dire fulgurante, qui est à l'image de leur évolution physique en même temps. Et ça, c'est plutôt intéressant. Et la scolarité vient aussi indiquer cela. Voilà. Et après, on participe aussi à différentes expérimentations. Alors sur un plan national, on a été entendu plusieurs fois par le cabinet d'Adrien Taquet, par exemple, hein, sur cette question-là. Bon, je ne veux pas parler du rapport de la HAS aussi par rapport à ça. Et sur un plan local, on participe à une expérimentation, bon, là, qui est un petit peu en latence, sur justement la question de la réussite scolaire avec les services du conseil départemental du Nord, mais de Cambrai, service de Cambrai, du Cambrésis en tout cas, et les services de l'éducation nationale. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que pourtant il n'y a pas eu énormément de rencontres. On remarque aussi tout l'intérêt de venir travailler ensemble et de venir travailler sur l'interconnaissance et de venir dépasser parfois des représentations. On a eu des situations, bon, pareil, je ne vais pas vous apprendre des choses que vous savez déjà. Parfois, il est compliqué d'avoir un enfant qui est bousculant, qui est dérangeant, et on pourrait être parfois sur des réponses un peu stéréotypées qui seraient l'exclusion du jeune. Aujourd'hui, on arrive à mailler des choses pour réussir à garder des scolarités séquentielles ou peut-être en attente d'autres choses par rapport à ces pitchouns, mais en tout cas pour ne pas aussi venir les désocialiser et aussi les mettre en rupture avec l'éducation nationale. On sait quel poids ça peut avoir pour un petit bout de 9 ans qui, du jour au lendemain, est déscolarisé. Voilà, bon, je peux développer, mais je vais peut-être m'arrêter là pour laisser un peu plus de temps. Très bien, merci beaucoup. Au niveau du temps, on est très bien. Donc, la table ronde va se terminer d'ici une dizaine de minutes avant de laisser la parole à Caroline Dezonde pour la conclusion. Alors, avant moi-même de rebondir, Madame Dupire, je sais qu'après vous devez partir. Est-ce que voilà, vous voulez prendre la parole de 2-3 minutes pour peut-être voilà, faire un peu le point sur les perspectives, ce qui vous semble important par rapport au programme? Par rapport au programme, moi je pense qu'au niveau du programme Pygmalion, c'est un processus continu d'appropriation de ce programme au niveau des équipes. Les équipes changent, l'éducation et les pédagogies changent aussi. Il est nécessaire de pouvoir être toujours au niveau. Et je pense qu'il y a vraiment un gros travail d'accompagnement à faire. Donc c'est comme je disais tout à l'heure, un portage associatif, des formations à proposer aux professionnels de terrain, à la fois aux éducateurs scolaires, mais également aux professionnels qui accompagnent les enfants au quotidien. Je pense qu'il y a un travail également, effectivement, Kassem Hamadi l'a souligné, sur la fonction de l'éducateur scolaire en elle-même, hein, sa mission qui a évolué au fil du temps. Aujourd'hui, on est dans vraiment une coordination autour de la scolarité. Donc, il y a des choses encore à faire évoluer. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le programme Pygmalion, il peut encore s'enrichir. En tout état de cause, la chose que je voudrais dire, c'est que c'est un programme qui effectivement a pu voir le jour au sein de l'association SOS Village d'Enfants, aussi parce que les enfants, on les accueille sur du long terme, et donc on peut travailler vraiment sur du long terme sur la dimension scolaire, mais aussi parce qu'on a la volonté de travailler en lien avec les familles, à leur laisser une place importante
et de pouvoir démocratiser, on va dire, le discours scolaire, faire que les équipes enseignantes, les équipes éducatives, les parents puissent parler, s'entendre dans le même discours autour du projet de l'enfant. L'éducateur scolaire, effectivement, la volonté, c'était qu'il soit repéré à l'extérieur comme à l'interne, comme le référent scolaire, et qu'il soit vraiment une porte d'entrée pour favoriser, améliorer la communication des différents acteurs présents autour de l'enfant. Voilà. Très bien, merci beaucoup Madame Dupire, merci d'avoir été présente avec nous. Je vais vous renvoyer aussi un petit peu la même question, parce qu'il y a un certain nombre de points que vous avez abordés. Alors, à la fois, Madame Dupire est revenue sur les conditions de la réussite scolaire, à la fois en termes d'acteurs, en termes de volonté aussi, on pourrait dire, de l'association, de porter ce projet et d'aller effectivement au-delà peut-être des représentations qu'on peut avoir de la scolarité des enfants placés. Benjamin, par rapport à la recherche et par rapport à ce que tu connais au-delà des résultats de cette recherche en particulier, tu te dirais qu'il y aurait quoi encore à approfondir peut-être comme volet de ce type de recherche? On a des étudiants aussi peut-être dans la salle, c'est peut-être des sujets, je ne sais pas, au niveau de l'INSP et de la formation des futurs acteurs de l'éducation nationale, si ce sont des choses qui peuvent intéresser, mais on sent que il y a toute la dimension, le rôle des parents qui semble encore important à creuser. Comment est-ce que toi tu vois éventuellement d'autres perspectives de recherche à approfondir sur ces questions-là? Je trouve que sur les recherches, puis aussi sur ce qu'a proposé Pygmalion, il y a parmi les pistes qui sont intéressantes, c'est celui de comment on travaille avec d'autres acteurs, d'autres secteurs, comment on travaille avec les parents, et que parfois se poser la question de comment on peut travailler sur la scolarité des enfants placés ou des enfants confiés ou des enfants de la protection de l'enfance. C'est peut-être pas la bonne entrée, et peut-être pas pour l'école par exemple, puisqu'on part déjà on part déjà des difficultés de l'école à enseigner à tous les élèves. Bon, on le connaît, hein, on manque de ressources, c'est une des difficultés de l'école en France. Et que si on se pose cette question, comment on peut travailler auprès d'enfants de l'ASE à l'école, c'est déjà les identifier, et ça peut générer déjà des étiquetages ou des discriminations dont les enfants eux-mêmes disent qu'ils en ont ras-le-bol, et qu'à l'école, pour beaucoup, ils veulent aussi qu'on les laisse tranquilles avec ça. Et donc parfois, on peut avoir l'impression de travailler mieux ensemble, c'est aussi de réduire les frontières entre professionnels, mais qu'il y a quand même des frontières à conserver, et de garder chacun ses champs de compétences, que les enseignants puissent avoir les moyens et de pouvoir enseigner aux enfants, notamment ceux qui, à un moment donné, passent par l'aide sociale à l'enfance, mais de faire attention, mais sans avoir trop de préoccupations, parce que pour certains, à l'école, ça se passe bien, et des fois, c'est aussi le lieu où ça se passe très bien, et que pour d'autres, ça se passe moins bien. On l'a vu ce matin, mais ce n'est pas les seuls non plus. Et donc, c'est plus comment l'école peut se préoccuper des situations dont elle a à se préoccuper, qui peuvent gêner les apprentissages, mais en évitant peut-être cette identification qui peut gêner les enfants. Et donc il y a peut-être à continuer à voir comment on peut travailler ensemble, comment on peut comprendre et compter sur des travailleurs sociaux qui, eux, peuvent aussi comprendre et compter sur des enseignants, et comment on peut travailler aussi avec les parents dans ces situations-là, mais aussi dans d'autres, hein. Et puis pour avoir en tête aussi que les enfants qui passent par l'aide sociale à l'enfance n'y sont pas toujours, n'y ont pas toujours été, n'y seront pas toujours. Il y a des impacts de passer par là, mais que ils ont aussi d'autres dimensions dans leur vie, et ça permet aussi de moins lier aussi, ce qu'on fait beaucoup depuis ce matin, mais de moins lier cette étiquette-là aussi à des difficultés. On doit pouvoir les travailler, mais pas avoir que ça en tête. Et peut-être pour finir aussi, dire, si on parle de ça, il faut aussi pouvoir parler du manque de ressources et de l'éducation nationale et des institutions de travail social, puisqu'on est souvent en fait sans ressources suffisantes pour pouvoir travailler au mieux. Et donc, on voit sur le terrain, on est toujours face à des professionnels qui gèrent aussi avec un manque de ressources, un manque de moyens, donc devoir renoncer à certaines choses, devoir prioriser, et même avec quelques moyens supplémentaires, c'est le cas
dans les villages d'enfants, mais comme dans les autres lieux. Et voilà, et ça rejoint aussi des questions de normes ou d'attendus pour les enfants. Et voilà, quelles ressources sont à disposition de ces enfants pour qu'on puisse leur garantir une scolarité autant que les autres. Merci. Ça va être vraiment le dernier mot de la table ronde. Dans tout ce qui a été dit, on sent que, et dans le vocabulaire qui est employé, une très grande attention à cette question de la scolarité. Benjamin, tu as même parlé éventuellement d'obsession, c'est-à-dire que le programme Pygmalion, il est vraiment venu mettre l'accent sur une préoccupation qui pouvait être déjà là et que certainement tout le monde partage ici, mais le fait de dédier un programme vraiment à la réussite scolaire. 10 ans, à peu près 10 ans après, est-ce qu'on a quand même le sentiment que ce travail sur la scolarité avec les différents partenaires, ça fait partie des attendus d'un poste de travailleur social, même au-delà de l'éducateur scolaire? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un consensus sur le fait que c'est une question qui est importante? Et là, je voudrais du coup conclure sur vraiment l'effet Pygmalion. C'est-à-dire, est-ce que vous constatez que véritablement les représentations, les attitudes, les attentes aussi des professionnels ont évolué et qu'effectivement, il y a un projet positif aussi qui est associé à ces enfants et qu'on va plutôt dans ce sens-là, ou est-ce que Mme Dupierre disait qu'il y avait encore à faire en termes de formation des professionnels? Quel est votre sentiment par rapport à ça? Ça croise aussi des travaux que Benjamin a pu mener justement sur les attentes des professionnels en termes de scolarité chez les enfants accompagnés par les dispositifs de protection de l'enfance. Alors, je vais essayer d'apporter une réponse rapide parce qu'il y avait beaucoup de questions en même temps et beaucoup de choses. La question de l'éducation scolaire ne fait pas débat. C'est des choses qui sont ancrées, qui sont acquises. La question de la place dans nos équipes ne fait pas débat. C'est pas un sujet. Voilà, ça c'est clair. Le programme se déroule. Bien sûr qu'il y a des choses qui doivent continuer d'évoluer, mais en même temps, je vais me permettre une digression. Éducateurs spécialisés, assistants sociaux, je fais partie du Sérail, ce sont aussi des métiers qui continuent d'être en pleine évolution. Ce sont finalement des métiers assez jeunes. Donc ils vont continuer d'évoluer, ils vont continuer de s'affûter, ils vont continuer d'être de plus en plus pertinents. La question de l'obsession, je parle davantage, mais je pense que Benjamin me connaît assez là-dessus. Je vais parler d'ambition. C'est la question du droit de l'enfant, c'est la question de l'intérêt de l'enfant, c'est la question de quelle ambition on va venir porter pour lui et avec sa famille. On ne peut plus être dans une forme de déterminisme. Toi, tu es né de tel côté, tu vas avoir tel type de scolarité et ta vie sera conditionnée au type de scolarité que tu auras eu. Je caricature mon trait, mais il y a quand même un petit peu de ça. Aujourd'hui, chaque enfant, on espère, va pouvoir suivre sa voie. Alors on défend aussi la question de l'accompagnement des 21 ans. On sait que la moyenne nationale, c'est 24 ans quand un jeune quitte le domicile parental. Donc il y a aussi des choses qui appartiennent aussi, j'ai envie de dire, nationalement, mais plus au corps législatif, qui ne nous appartiennent plus vraiment, même si on a des politiques locales. On a des effets aujourd'hui qui sont intéressants. On a des jeunes qui sont brillants, qui peuvent prétendre à des études hautes, mais qui peuvent prétendre aussi à des études beaucoup plus courtes, mais qui restent brillants, mais parce que leur projet, c'est ça. S'il va faire un métier manuel, n'allons pas l'enfermer en disant « tu as des capacités ». Voilà. Donc venons aussi les accompagner. Et aujourd'hui, on a des jeunes qui aujourd'hui, dans la majorité, pas tous, mais dans beaucoup de cas, réussissent leur scolarité. Alors, je ne vais pas me risquer à vous donner un chiffre, hein, mais on a beaucoup de jeunes qui réussissent leur scolarité. Et la dernière chose, mais je pense que tout le monde, j'enfonce une porte ouverte, hein, en tout cas dire une évidence, avant d'être un enfant placé, ce sont d'abord des enfants, tout simplement, avec ce qu'ils savent faire, ce qu'ils ne savent pas faire, là où ils sont à l'aise. Un ado, parfois, ça dérape. Un jeune en primaire n'a peut-être pas envie de faire ses devoirs le soir. C'est pas parce que c'est un enfant placé, c'est parce que c'est un enfant,
tout simplement. Donc comment pouvons-nous les accompagner en tenant compte aussi de cette singularité-là en lien avec le réseau. Mais je suis très sensible aussi à la question de l'étiquetage et au respect des compétences des uns et des autres, effectivement. Merci beaucoup pour votre participation. On n'a malheureusement pas le temps là pour les questions. Par contre, si vous souhaitez en poser après aux intervenants, après la conclusion de Caroline, il n'y a pas de souci. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. J'ai la lourde tâche de conclure, je vous promets, je ne dépasse pas. Je suis connue pour ça. J'arrive en retard, mais je termine à l'heure. Je vais essayer de synthétiser la journée. Donc forcément, c'est forcément partisan. Vous allez voir que je tire un peu vers mes domaines de prédilection. J'ai expérimenté un peu une charge cognitive assez importante, c'est-à-dire essayer de résumer l'ensemble des ateliers. Mais j'ai eu des aides pédagogiques. Je parle comme je dis toujours, le fourche-langue éducation nationale, puisque en fait l'équipe a participé aux ateliers où fait des résumés, ce qui m'a permis de pouvoir réaliser du coup cette synthèse. Donc forcément, ce ne sera pas complet, ce sera complètement subjectif et ce sera forcément sur des éléments que je maîtrise. C'est ça, le pouvoir de pouvoir conclure. La première chose que je retiens, et l'année dernière, on avait déjà fait cette journée et à la fin de la journée, je m'étais déjà fait cette réflexion. Je me suis dit, waouh, on a quand même une super possibilité d'action en tant qu'enseignant, en tant qu'éducateur, en tant qu'assistante sociale, en tant que citoyen tout court. En fait, au fur et à mesure où j'ai lu, où j'ai entendu les conférences, entendu la table ronde et lu les ateliers, je me suis dit qu'on avait quand même un pouvoir pour changer les choses. Je vais utiliser un grand mot, mais effectivement, lutter contre les déterminismes me semble être la mission essentielle de l'école. Et je me dis qu'on a un certain nombre d'outils. On a de la chance d'avoir des chercheurs qui travaillent sur ces thématiques-là, qui peuvent enrichir du coup notre connaissance et pouvoir adapter au mieux la scolarité des élèves et de tous les élèves. Et la seconde chose, c'est que je me suis dit aussi qu'on avait beaucoup de gens impliqués et que ça intéressait beaucoup et que ça heurtait et qu'il y avait envie de faire un certain nombre de choses. Où j'en suis Seulement, j'ai bien conscience que la seule volonté des individus de faire doit aussi être accompagnée d'un certain nombre d'outils, de formations, d'un certain nombre de choses. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. La raison pour laquelle l'année dernière, on a fait cette journée-là sur l'aide sociale à l'enfance et qu'on en a fait une cette année et qu'on en fera probablement une l'année prochaine, c'est qu'on se rend bien compte que on a besoin d'outils pour accompagner ces changements-là. Alors, la présence de Romain et de son parcours remarquable nous a donné du souffle dans un des ateliers. On a aussi pu voir dans les ateliers que l'école était un lieu de résilience formidable, à partir du moment où on avait les outils, bien évidemment. Et je vais vous citer une des phrases des ateliers que j'ai piquée, on me l'a donnée, et donc du coup je vous la relivre. On n'est pas résilient tout seul, c'est la réponse de l'environnement qui a de l'importance, et donc l'environnement, c'est les adultes qui entourent ces élèves. Alors, j'ai essayé de synthétiser cette conclusion autour de plusieurs choses. Les questions qui ont été posées en première partie, pour lesquelles on disait, bon, c'est bien, on a fait le constat, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, loin de vous donner des réponses claires et nettes, juste quelques conseils et quelques outils. Le premier conseil, c'est le fait de se faire confiance dans le repérage des élèves qui ont besoin de protection. Alors j'ai tourné dans tous les sens, je me suis dit j'ai peur d'utiliser un terme, d'ailleurs je pense que la peur de mal faire a été soulignée, la peur en fait d'ouvrir une boîte de Pandore en interrogeant l'élève, la peur d'utiliser les mots qui ne sont pas appropriés, la peur de heurter. Je pense qu'elle est présente et elle est à l'esprit de nous tous et nous toutes. Mais dans un des ateliers, la consigne a été de dire faites-vous confiance, il y a peut-être des signaux faibles, il faut trouver des éléments factuels, mais dans un premier temps, un ressenti, il doit nous interroger et nous faire poser cette question, est-ce que l'élève a besoin de protection ? Le second élément en termes de conseil, c'est pour l'observation des comportements.
Ça m'est apparu, mais c'est quelque chose que j'avais déjà un peu touché du doigt dans l'observation des élèves à besoins éducatifs particuliers. En fait, dans la conférence de ce matin, je me suis dit que les comportements non normatifs des élèves, et notamment ce qui pose le plus de problèmes à l'institution scolaire, que sont les problèmes de comportement ou des fugues, des conduites à risque, ils peuvent être appréhendés non pas comme des conséquences des difficultés scolaires, mais plutôt, non pas comme la cause des difficultés scolaires, mais plutôt la conséquence de ce que l'élève vit. Et je trouve que pouvoir appréhender les individus, les enfants, les adolescents, sous le prisme de ce qu'ils sont d'abord, et de pouvoir repérer ces problèmes de comportement, et non pas de considérer que c'est ça qui va provoquer des difficultés, mais bien un appel à l'aide, me semble être un élément important. Des conseils qui ont été donnés dans un atelier que je vais vous livrer tel quel, aucun mérite donc pour moi. Ne jamais rester seul. En fait, beaucoup ont souligné la nécessité de travailler en collaboration entre l'enseignant, l'assistante scolaire, le CPE, le principal et l'ensemble des personnes qui peuvent aider. Savoir se décaler par rapport à la situation, réinterroger ce qui nous interpelle, observer et analyser les signaux au regard de l'enfant, évaluer ensemble et être à l'écoute de l'enfant. C'est des éléments qui me semblent être importants pour qu'on puisse repérer ces élèves-là et pouvoir y répondre. Et j'en viens à la deuxième partie de cette conclusion. Il m'a semblé que dans cette journée, on peut repérer un certain nombre d'outils pour répondre aux besoins des élèves, enfin aux élèves qui ont besoin de protection, ou besoin d'être protégés. À l'échelle de l'institution, on se rend compte que des initiatives comme Pygmalion ou encore le service d'accompagnement globalisé, qui est un accueil de jour, peuvent être des réponses que l'institution apporte pour ces élèves qui présentent des besoins spécifiques. Mais je pense aussi que les personnels éducatifs ont des réponses à apporter, soit à l'échelle de l'établissement et soit à l'échelle de la classe. D'abord, dans le fait de travailler la relation à l'élève, on l'a vu, la relation avec l'adulte pour des enfants qui ont besoin de protection, elle a été rompue et on a besoin de rétablir ce lien. Alors, dans un atelier, on a parlé d'amour compassionnel, on a aussi parlé du care. Peu importe de la manière dont on peut le nommer, l'idée c'est de considérer que le soutien aux besoins affectifs est aussi important que la réponse aux besoins d'ordre cognitif. Cette réponse aux besoins affectifs, elle me semble être quand même importante pour ceux qui me connaissent en formation. Je suis une grande militante du fait d'adapter, de répondre aux besoins d'ordre cognitif. C'est aussi des élèves, et je l'ai vécu, je vous l'ai dit, j'avais la pression du temps pour conclure. Je ne voulais pas dire trop de bêtises, j'en dis toujours un petit peu, mais ça, c'est pas très grave, ça fait partie du PAC. Mais ces élèves-là vont aussi expérimenter un certain nombre de difficultés d'ordre cognitif, parce que le fait d'être dans une situation difficile mène à des interférences en termes de mémoire, pour lesquelles on a une mémoire beaucoup moins efficiente, on a des idées intrusives qui apparaissent, et donc ces réponses-là peuvent être dans un apprentissage explicite. Il a également été cité ce matin l'importance de proposer des procédures aux élèves. Apporter une procédure d'ordre cognitif aux élèves, c'est aussi leur permettre de pouvoir le transférer du point de vue des procédures de coping dont Nicolas Gaulepierre vous a parlé aujourd'hui, c'est-à-dire cette possibilité de mettre en place une stratégie qui est efficace face aux situations que je vis. Enfin, l'idée, c'est de pouvoir également travailler sur des compétences disciplinaires. Il semblerait que la question des émotions soit un élément central pour ces élèves qui ont des besoins de protection. Travailler sur le vocabulaire des émotions, la reconnaissance des émotions et l'expression des émotions qui peuvent être travaillées en classe, peuvent être des réponses aux besoins de ces élèves. Alors, je vais conclure, mais vraiment conclure, pas longuement. Nous espérons tous collectivement qu'à travers cette journée, on a réussi à vous donner un certain nombre de réflexions, d'outils pour pouvoir améliorer le parcours scolaire des enfants qui ont besoin de protection. Il a été cité ce matin par Madame le recteur qu'il était important de se préoccuper à la fois du parcours des élèves, de leur apprentissage, mais également du bien-être des personnels. Mon bien-être au travail est top parce que je suis accompagnée d'une équipe de choc, Mylène, Dorina, Florène, Léna, Guillaume et Jérôme, qui organisent ces conférences avec moi.
Mon bien-être également aujourd'hui, et comme toutes les conférences que j'ai vécues, c'est grâce aux intervenants de qualité. Je les remercie aujourd'hui parce que sans eux, sans la qualité des intervenants, que ce soit dans les ateliers, que ce soit dans les conférences ou que ce soit dans les tables rondes, c'est eux qui permettent la réussite. Et je ne sais pas pourquoi, je suis quelqu'un de très chanceux dans la vie. J'ai toujours eu des intervenants de qualité et je vous remercie. Et je remercie grandement le groupe de travail qui a monté cette journée parce que vraiment, ça a été un travail formidable qu'ils ont abattu avec un programme formidable. Donc nous nous engageons l'année prochaine à refaire une journée sur cette thématique. Et enfin, je vous remercie également parce qu'il vous arrive dans le public de venir nous remercier. Et du coup, pour nous, c'est quelque chose de très positif, c'est-à-dire que ça nous amène à nous dire qu'on a encore envie de faire ce travail-là. Voilà, je vous remercie encore, je vous souhaite une bonne soirée, et j'ai même terminé avant, c'est la folie.